Chers étudiants, bonjour, bienvenue dans ce cours de la didactique des langues et des cultures qui s'adresse aux étudiants du semestre 6 de la licence fondamentale études françaises. Ce cours est utile aussi pour les étudiants des licences d'éducation de français, aussi français secondaire bien sûr, aussi pour licence d'éducation primaire, mais aussi pour les enseignants stagiaires des centres régionaux de l'éducation et de la formation. Bien sûr, dans ce cours, nous allons voir pas mal de concepts clés qui se rapportent à la didactique des langues et des cultures. Nous allons voir aussi les différentes méthodes et approches de l'enseignement du français et nous allons voir aussi les différentes théories d'apprentissage propres à l'enseignement des langues et notamment pour le français. Et nous allons nous étaler davantage sur les nouveautés en didactique du français, notamment tout ce qui se rapporte à la perspective actionnelle, la compétence plurielle et les différentes approches plurielles actuelles utilisées dans l'enseignement des langues. Alors, commençons par le commencement, tout ce qui se rapporte à la didactique, les notions clés qui se rapportent à la didactique des langues et des cultures. Commençons par le mot didactique d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire la didactique? L'on entend et surtout la didactique, la différence entre la didactique et la pédagogie. Donc c'est simple. Donc la didactique, comme définition primaire, renvoie au champ conceptuel d'une discipline précise. On peut appeler aussi qu'il s'agit aussi de la didactique disciplinaire ou bien la didactique spécialisée. Pour faire simple, la didactique, c'est la relation entre l'enseignant et le savoir enseigné. Elle englobe toutes les méthodes et les approches d'enseignement d'une langue. Pour parler de la didactique, bien sûr, on parle, bien sûr, la didactique en général, la didactique générale, on parle de trois grandes phases. La première phase, c'est la planification, c'est planifier. Dans cette phase, elle concerne et l'enseignant et l'administration. La planification, c'est le fait d'articuler un enseignement, un savoir pour l'enseigner. C'est-à-dire, on a un savoir savant et on veut le planifier en fonction d'années, en fonction de semestres, en fonction de modules, en fonction de séquences, en fonction de séances, en fonction d'activités. C'est-à-dire, c'est le fait d'articuler ce savoir. Et bien sûr, lorsqu'on passe sans trop d'entrer dans les détails, parce que la planification, c'est un cours à part, donc on peut dire que la planification devrait respecter deux grandes spécificités, si on veut dire. Donc, elle doit respecter la cohérence et la progression. Lorsque je planifie, ça doit être cohérent. Je ne saute pas du coq à l'âne et ça doit être progressif, du plus simple vers le plus compliqué. Deuxième volet, c'est le volet piloté. D'accord? Moi, je préfère utiliser le mot piloter que d'utiliser le mot gérer. Piloter, ça rime avec la nouvelle posture de l'enseignant qui n'est plus un enseignant acteur dans l'apprentissage, mais c'est un enseignant qui est animateur, qui stimule et qui crée les conditions nécessaires pour que l'apprentissage puisse se produire. Et du coup, donc c'est le rôle primordial de l'enseignant, c'est de piloter l'enseignement, l'acte enseignement-apprentissage. J'ouvre la parenthèse pour dire aujourd'hui, je ne peux pas parler de l'acte d'enseignement sans apprentissage. C'est pour ça qu'on note enseignement-apprentissage avec slash ou bien tiré. Ce sont deux actes qui sont reliés. Troisième volet, c'est le volet d'évaluation. Bien sûr, l'évaluation qui est le maillon faible de tout système éducatif, qu'il soit au Maroc ou ailleurs, parce que c'est une activité qui est un petit peu complexe et qui a plusieurs variantes. Et du coup, donc, lorsqu'on parle de l'évaluation, c'est bien sûr, c'est l'affaire de l'enseignant, mais aussi c'est l'affaire de l'administration en termes de préparation et au niveau institutionnel
de la programmation ou voilà. Donc l'évaluation, elle est tellement importante parce qu'il concerne et l'enseignant, et l'étudiant, et la famille, et l'institution. C'est-à-dire, voilà, la famille en termes de communication, parce que c'est l'image de l'étudiant auprès de sa famille. L'étudiant lui-même, parce qu'il lui donne des indications par rapport à son apprentissage. L'enseignant, parce que c'est un retour pour l'enseignant, une rétrospection par rapport à ses actes professionnels et aussi par rapport à son image professionnelle. L'institution, parce que ça concerne aussi dans la fonction certificative, donc ça concerne aussi la planification de l'année prochaine, les personnes qui ont réussi, les personnes qui n'arrivent pas à réussir, l'échec, la remédiation, le soutien, tout ça. Donc, c'est-à-dire, il englobe ces 4 parties et a une grande importance. Donc, nous reviendrons en détail sur l'évaluation par la suite. Maintenant, arrivons à la notion de pédagogie. Bon, si la didactique concerne et est propre à une discipline, à part la didactique générale qui parle des concepts clés de la didactique, la pédagogie, elle est transversale. Elle n'est pas propre à une seule discipline. La pédagogie concerne et la gestion, la conduite, la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Récapitulons. Alors, dans le triangle didactique, on a l'enseignant en haut, le savoir et l'apprenant. La relation entre l'enseignant et le savoir, c'est une relation didactique. La relation entre l'enseignant et l'apprenant, c'est une relation pédagogique. Et bien sûr, la relation entre l'apprenant et le savoir, c'est une relation d'apprentissage. Avant de passer détailler ces 3 types de relations, j'aimerais bien m'arrêter un petit peu sur cette notion du savoir. Donc, il faut faire la distinction entre savoir et connaissance. Lorsque je parle de savoir, il est commun. Il est produit par les êtres humains. Ils produisent un savoir et il n'est pas propre à un domaine bien précis. Donc, c'est la notion du savoir. Par contre, la connaissance, elle est individuelle. Donc, c'est ma part par rapport à ce savoir. Je ferme la parenthèse. Maintenant, traitons de la première relation, c'est la relation pédagogique, c'est-à-dire la relation entre l'enseignant et l'apprenant. Dans cette relation, je peux mettre la gestion de la classe, je peux mettre la maîtrise des théories d'apprentissage, parce que l'enseignant devrait au moins connaître les différentes théories d'apprentissage et les théories qui marchent bien dans ce contexte, qui ne marchent pas bien dans d'autres contextes. Aussi, je peux mettre dans la relation pédagogique la maîtrise de l'évolution cognitive, psychomoteur et affective psychomotrice et affective de l'apprenant. C'est-à-dire que déjà, l'enseignant devrait connaître quelle évolution cognitive chez son apprenant. S'il s'agit par exemple d'un apprenant de 7 ans, 8 ans en avant, donc il ne peut pas, dans cette logique, il ne peut pas programmer ou bien proposer des activités d'abstraction parce qu'au niveau cognitif, l'apprenant n'arrive pas à faire l'abstraction. D'où l'importance que l'enseignant, dans cette relation pédagogique, devrait connaître l'évolution cognitive de l'apprenant. L'évolution aussi psychomotrice. Je dis pour un enseignant, pour un étudiant, pour un élève de 6 ans. Donc un élève de 6 ans, donc, il doit connaître au moins quelles sont les capacités, c'est-à-dire au niveau de coloriage, au niveau de dessiner, au niveau de fabrication. Et tout ça, c'est important. Donc, pour un enfant de 6 ans, il est capable de faire ça, mais il est incapable de faire autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de l'écriture. Donc, c'est-à-dire par rapport à l'écriture, par rapport à comment tracer, l'observation, le regard, tout ça, ce sont des compétences psychométrices qui sont en train de progresser et que l'enseignant le professeur devrait connaître cette évolution. Et bien sûr, l'évolution affective, les différents types d'émotions, comment, par exemple, affective par rapport au choix même des thèmes. C'est-à-dire, je ne peux pas parler, par exemple, des thématiques pour un élève de 6 ans et bien sûr, je ne peux pas parler des thématiques
pour un étudiant parler des thématiques trop banales pour un étudiant. Donc le choix même des thématiques relève de cette évolution affective et bien sûr le centre d'intérêt des étudiants. Passons maintenant à la relation didactique. Je parle de la relation didactique, c'est-à-dire c'est la façon d'articuler, je répète, c'est le mot clé par rapport à cette relation, c'est d'articuler ce savoir. Alors on parle aussi de savoir savant, savoir enseigner et savoir à enseigner. Donc c'est ce qu'on appelle la transposition didactique. D'accord ? Donc, cette opération s'appelle la transposition didactique et qui relève bien sûr de la relation didactique, c'est-à-dire enseignant, savoir. Donc, quelques notions clés qui se rapportent à la didactique des langues et des cultures. Donc, la notion de l'apprenant et de l'étudiant. Donc, pour faire simple, l'étudiant, c'est une nomination administrative, c'est-à-dire celui qui a la carte de l'étudiant qui est inscrit au niveau administratif et pédagogique dans les institutions. Par contre, l'apprenant, c'est une notion purement pédagogique. Donc, un apprenant peut être un élève de 6 ans, de 10 ans, un adolescent, un adulte, un préadolescent, ou bien un enfant, ou bien même dans l'éducation précoce, c'est-à-dire au préscolaire. Donc, ce sont des apprenants, c'est une notion purement pédagogique. La même chose pour l'interaction et l'interactivité. L'interaction, c'est l'échange entre les personnes, tandis que l'interactivité, c'est l'échange entre les apprenants et les médias. Lorsque je parle de la didactique du français cette fois-ci, donc il y a des mots qui se répètent, il y a tout un jargon propre à la didactique de la langue française, FLE, FLM, FLS, FOS et FS, et FOU bien sûr. Alors, je commence plutôt par le français langue étrangère, FLE, le FLE. Alors, le français langue étrangère, c'est l'enseignement du français aux non-natives, c'est-à-dire des personnes aux non-français, aux personnes dont la langue française n'est pas une langue maternelle. Donc, le but de l'enseignement du français langue étrangère, c'est l'intégration sociale dans les pays d'accueil. Ça, c'est important. Et l'enseignement du FLE, il englobe deux grandes parties. L'enseignement de la langue, c'est-à-dire la langue française, mais aussi l'enseignement de la culture française. Alors, le FLM, c'est l'enseignement du français aux natifs. C'est le français langue maternelle. Dans ce cas, l'enseignement de la langue et de la culture se fait d'une manière implicite et non pas explicite. Le français langue seconde. Alors, le français langue seconde, c'est une notion qui est propre aux trois grands pays du Maghreb, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc, c'est la langue de l'occupant, c'est la langue qui est présente dans le paysage sociolinguistique, c'est la langue qu'on trouve dans les médias, qu'on trouve dans l'administration, qu'on trouve à l'école, c'est la langue qu'on trouve aussi dans l'économie, dans les documents, dans les banques, les chèques, dans les guichets, sur les enseignes des magasins. Donc, c'est une langue qui est présente dans le paysage sociolinguistique, mais qui n'a pas de statut officiel. Il n'est ni langue officielle, ni langue nationale. Et du coup, donc, c'est une langue qui est présente, mais qui n'a pas de statut. D'où, donc, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est une langue en concurrence. Elle est en concurrence avec les différentes langues et dialectes existants. Et du coup, on va l'appeler français langue seconde. Maintenant, arrivons à la notion de FOS, le français sur objectif spécifique. Alors, le français sur objectif spécifique, c'est l'enseignement du français pour un objectif spécifique, dans une durée limitée dans le temps. Ça ne devrait pas dépasser 6 mois. C'est-à-dire pour un public cible qui a des prérequis, c'est-à-dire on commence, c'est pas le français général, donc c'est spécifique. Par exemple, c'est comment rédiger un rapport de stage. Je peux faire
le FOS, c'est comment rédiger un rapport de stage, ou bien comment prendre la parole en public, ou bien comment parler aux médecins, ou bien comment, c'est-à-dire, pour enseigner des structures syntaxiques et un lexique spécialisé d'un domaine bien précis pour un public bien précis qui soit limité dans le temps. Alors, le français de spécialité, c'est le français par domaine, c'est-à-dire le français de droit, ce qu'on appelle le français juridique, c'est le français de la médecine, c'est le français de la mécanique, c'est le français par rapport à un domaine bien précis. Donc, et bien sûr, on a le FOU, c'est le français sur objectif universitaire. Ça, c'est l'enseignement pour les étudiants, le français où la langue est utilisée pour l'intégration au sein de l'université, c'est pour permettre aux étudiants d'utiliser quelques techniques de la langue française pour pouvoir suivre les cours dispensés en français. Donc, je cite entre autres pour le FOU, c'est la synthèse, la prise de notes, le commentaire des documents, par exemple, le commentaire des données chiffrées, ainsi de suite. C'est-à-dire par rapport à un domaine bien précis, ce qu'on appelle le FOU, le français sur objectif universitaire. Alors, maintenant, on va parler pourquoi faut-il enseigner la langue et la culture lorsque je parle de FLE, le français langue étrangère. Chaque langue est porteuse d'une culture. On ne peut pas dissocier la langue de la culture. Par exemple, dans le domaine de la gastronomie, je ne peux pas enseigner le français sans parler des fromages. Le fromage, par exemple, fait partie de la culture française. Les Français sont connus par le fromage. Et du coup, donc, il faut toujours introduire. La même chose, je parle de la culture aussi dans cette notion de le vouvoiement et le tutoiement. Alors, le vous, ce n'est pas le vous de respect, je suis désolé, c'est le vous de distanciation. D'accord ? Donc, et ça relève de la culture. Donc, une personne que je ne connais pas, je ne peux pas utiliser le tout. Ce n'est pas par respect, mais c'est par distanciation pour garder une certaine distance. La même chose avec un supérieur hiérarchique. Et du coup, une personne qui est proche de moi, donc je suis obligé d'utiliser le tu. D'accord ? Alors maintenant, les méthodes et les approches en FLE. Quelques notions clés par rapport à qu'est-ce que ça veut dire méthode, méthodologie, approche et perspective. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais donner seulement quelques définitions trop simples, mais je vais vous renvoyer directement vers d'autres documents pour plus de détails. Donc, lorsque je parle de la méthode, en gros, la méthode, c'est la façon d'enseigner. D'accord ? La méthode, en gros, c'est la façon d'enseigner. Je peux utiliser le mot méthode aussi pour désigner des manuels. Méthode, par exemple, Alterido, méthode, par exemple, Campus, méthode, par exemple, Rond-Point. Donc, c'est les différentes méthodes, c'est-à-dire les différents manuels qui nous permettent d'apprendre une langue étrangère. La méthodologie, pour faire simple, c'est la mise en œuvre d'une méthode. Chaque méthode a une méthodologie. Donc, la méthode, c'est la façon d'enseigner, et la méthodologie, c'est-à-dire les différentes étapes, c'est la mise en œuvre d'une méthode. Les approches, une approche, on parle d'approche et on ne parle pas de méthode, tout simplement parce que l'approche est fondée sur plusieurs théories. Donc, lorsque je parle de l'approche communicative, je reviendrai en détail sur ça, c'est que, par exemple, l'approche communicative, elle est basée sur la pragmatique, sur la sociolinguistique, sur plusieurs théories, et du coup, donc, on a l'approche communicative. Et bien sûr, la perspective, c'est un élément de l'approche. D'accord ? Moi, je préfère parler de la perspective actionnelle au lieu de parler de l'approche actionnelle parce que ce n'est pas encore une approche attestée et reconnue. Alors, commençons maintenant par les méthodes et les approches d'enseignement du français. Donc, notre cours sera un cours dans une logique chronologique, c'est-à-dire les premières méthodes, deuxième, troisième, dans cette évolution par rapport
à l'enseignement de la langue. Commençons par la France et arrivons aussi au Maroc et dans cet échange. D'abord, la première méthode, c'est la méthode traditionnelle, ce qu'on appelait aussi la grammaire traduction ou bien tout simplement la méthode indirecte. Déjà, trois appellations, méthode traditionnelle, grammaire traduction et méthode indirecte. Déjà, c'est la première méthode d'enseignement des langues pour apprendre une langue. Elle est utilisée avant le 19e siècle et elle est utilisée et elle n'a aucun fondement théorique. D'accord? Aucun fondement théorique. Et dans cette méthode, l'enseignant est la source du savoir. C'est lui qui détient le savoir et c'est lui qui transmet le savoir aux apprenants. Bien sûr, l'apprenant est passif et ne réagit pas. Dans cette méthode, le savoir se base sur des textes authentiques. C'est la méthode utilisée pour enseigner la théologie. C'est la méthode utilisée pour apprendre le latin. D'accord? Donc, on travaille sur les textes authentiques, on travaille sur les textes sacrés pour apprendre une langue étrangère, c'est-à-dire une autre langue. La priorité, bien sûr, est donnée à l'écrit au détriment de l'oral. Donc, l'oral est quasi absent parce que ce qui nous compte, ce qui nous intéresse, c'est que les apprenants apprennent à lire et comprendre les textes écrits et bien sûr à écrire en cette langue de cible, la langue des textes sacrés. Bien sûr, on ne parle pas d'évaluation parce que déjà la notion d'évaluation n'était pas présente à cette époque. Deuxième méthode, c'est la méthode directe. Pardon, on parle de la méthode indirecte ou bien la méthode grammaire-traduction parce que l'apprentissage de cette langue passe par le biais de la traduction. Je traduis les textes sacrés dans la langue maternelle et puis j'essaie d'apprendre la langue cible à travers cette notion de traduction. Alors, l'apprentissage de la langue se focalise sur la grammaire, sur la structure syntaxique de la phrase, sur le lexique, sur la sémantique, sur l'orthographe. Donc, c'est sur la notion de la grammaire, c'est pour ça que je l'appelle grammaire-traduction. Elle est indirecte parce que, tout simplement, parce que ça passe par le biais d'une autre langue, c'est la langue maternelle. J'apprends une langue cible par l'intermédiaire de la traduction, c'est pour ça que je l'appelle aussi méthode indirecte. Et la méthode traditionnelle, pourquoi c'est traditionnel? Parce qu'on est dans cette notion de transmission. Donc, c'est l'enseignant qui détient le savoir, il transmet le savoir, l'apprenant est passif. Alors, deuxième méthode, c'est la méthode directe. Cette fois-ci, méthode indirecte, méthode directe. Directement, c'est apprendre une langue en utilisant la même langue. C'est-à-dire, direct, c'est-à-dire on va bannir tout ce qui se rapporte à la traduction. Donc, c'est une méthode qui a été utilisée vers la fin du 19e siècle où la traduction est bannie, éradiquée et absente. Et bien sûr, c'est une méthode qui est basée cette fois-ci sur l'oral et non pas sur l'écrit. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour nous, c'est de parler cette langue, d'où l'importance de la notion du bain linguistique. Donc, il faut parler cette langue et bannir tout ce qui se rapporte à la langue maternelle. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que la méthode directe, c'est une méthode qui a été instaurée en France à partir lorsqu'on a instauré ce qu'on appelle l'école publique, laïque et gratuite. Donc, et on voulait imposer la langue de l'Île-de-France à tous les Français et du coup, donc, on a imposé la méthode directe pour ne plus utiliser les patois, c'est-à-dire la langue des régions, et on va dire non, la langue supérieure, la langue de l'État, la langue officielle, la meilleure langue, c'est la langue de l'école, qui est le français, qui est la langue de l'Île-de-France et qu'on a imposé à tous les territoires français par le biais de la méthode
directe. Bien sûr, la grammaire est enseignée d'une manière inductive, d'accord? Donc, c'est-à-dire, on va dire, voilà les règles grammaticales, voilà, verbe, sujet, complément, conjugaison et tout ça. Le bain linguistique, ne plus utiliser les patois et les langues régionales et la langue maternelle. L'écrit est relié au deuxième plan, on laisse l'écrit pour le deuxième plan et on donne la priorité à l'oral. Et bien sûr, elle est basée sur des exercices de conversation. Là, par rapport à l'apprenant, donc il est parfois passif, parfois actif. Pourquoi? Parce que nous allons voir, c'est le behaviorisme, donc stimulus-réponse. Donc c'est par rapport à cette théorie d'apprentissage. Merci, on s'arrête là et on continue pour la séance prochaine.